promise, chose due, après les rumeurs qu'on vous a dispensées ce week-end, on se retrouve pour faire une after keynote. Alors avec Marion, alors moi normalement je devais présenter la keynote avec l'équipe d'Upload en live. On a complètement foiré notre live, le live n'a pas marché, YouTube ne marchait pas, c'était une catastrophe. Pour dire deux mots sur le live Apple, eux aussi ils ont eu des gros problèmes de stream. Toute la première partie du stream, on avait du chinois en doublage, un lag pas possible. Donc comme quoi, faire du direct, même des gens comme chez Apple, c'est pas facile. Donc finalement, nous, Upload, on est un peu plus petit qu'Apple, ça explique pourquoi on s'est foiré. Donc on vous l'avait promis, on allait faire une after keynote. Donc avec Marion, on vient de manger, on a digéré un petit peu et la keynote et notre repas. Exactement. On a beaucoup discuté, on a pris des notes. Et on est là pour... c'est pas pour faire une analyse hyper poussée, mais donner peut-être nos premières impressions. Parce que c'est toujours difficile avec une keynote Apple. Et moi, je me suis déjà fait avoir par des keynotes Apple, notamment celle de l'iPad, où on est déçu. Puis finalement, une fois qu'on a le produit en main, bah, on les trouve bien. Faut faire attention. Faut se méfier des interprétations rapides. Comme on le disait au Before Keynote de ce week-end, Apple a vraiment fait monter la pression et l'attente par rapport aux annonces, et du coup on a toujours cette impression de déception. Tout ça pour ça, donc faut avoir le temps de remonter après ça et pouvoir analyser un peu plus précisément et à froid les annonces. Donc là c'est pas du tout le cas, vu que la keynote a eu lieu il y a quelques heures maintenant, il y a 2 heures, ouais. Elle a fini il y a 2 heures, donc on a encore à chaud là-dessus, donc nous-mêmes on est encore en train d'avoir nos avis qui évoluent là-dessus. Donc là, c'est vraiment plutôt nos premières impressions, vraiment. On peut dire, si on suit nos timelines Twitter, que globalement, les gens ont été très mitigés, voire très déçus. Moi, ça m'a rappelé ma timeline à l'époque quand ils avaient annoncé l'iPad aussi. Ouais. Tout le monde avait été très déçu. Je pense qu'il faut jamais oublier avec Apple et toujours lire une présentation Apple avec ce prisme, c'est qu'ils font pas des objets pour les geeks. Ils font des objets pour le grand public, que ce soit l'iWatch ou même l'iPhone. Ça énerve d'ailleurs quand on s'y connaît en tech, parce qu'ils nous réexpliquent des trucs qui, sur d'autres modèles, sont là depuis très très longtemps, ou des technologies. Voilà, ils font des produits grand public et ils apportent pas innovation, mais ils apportent la technologie au grand public. C'est notamment pour l'iWatch, c'est bien peut-être de lire avec ce prisme-là, et pas forcément de le comparer à tout ce qui existe dans la geekosphère en wearable aujourd'hui. Alors, on a pris une petite bouteille de cidre, pour rien fêter du tout, c'est juste pour donner du courage. Se donner du courage. Marion, elle est en train déjà de piquer du nez. Alors, c'est pas vrai. T'es un peu fatiguée quand même. On va essayer, et ça va être très dur, de faire court, parce que alors ça, on peut le dire, très dense. 2 heures de keynote. Ouais. Moi, je crois pas que j'avais déjà vécu ça. Et ils ont vraiment enchaîné, c'est-à-dire qu'ils passaient 2-3 minutes sur un point et hop, on enchaînait sur le suivant. Donc c'était vraiment dense, mais on va le voir par la suite, dense, mais pas étonnant. On n'a pas eu de grosses surprises, même si on attendait d'avoir la Apple Watch dévoilée, puisqu'elle s'appelle comme ça. On n'a pas eu d'énormes surprises par rapport aux rumeurs et aux choses qu'on attendait. Ils ont vu les choses en grand. C'est vrai que c'était au Flint. Il y avait beaucoup de monde. Il y a eu YouTube à la fin. D'ailleurs, tout le monde a l'album gratuit. On s'en tape un peu, mais bon. Au niveau, on va dire, ambiance de presse, parce que moi, c'est vrai que j'ai regardé celle de Samsung cet après-midi que j'avais ratée. Au niveau presse, ils savent quand même y faire. Et j'ai trouvé que Tim Cook était plus décontracté que sur la présentation iOS 8, enfin de la dernière keynote. Pas tous les intervenants étaient décontractés. Mais par contre, voilà, il y en a un... notamment pour l'Apple Watch. L'Apple Watch, il était un peu coincé. La présentation était un peu laborieuse, un peu somnolente, même, je dirais. Je me suis un peu ennuyée pendant la présentation et les démonstrations. Les multiples vidéos de Johnny Ive qui nous sort des hyperlatifs dramatiquement ergonomiques. Dramatiquement plat. Oui. J'aurais dit ça de Jane Birkin, pas forcément d'un iPhone, mais... Bon, désolé, Jane. Mais voilà, en plus, les spots commerciaux ou spots de démonstration étaient quand même assez longs. Donc comme il ne parle pas un débit très rapide, Johnny Ive, c'était d'autant plus long. Voilà, cette impression.
Bon, nous, on va essayer de booster un peu, hein, parce qu'on n'est pas Johnny Ive. On va commencer, en fait, par la fin. On va d'abord vous parler un petit peu de l'Apple Watch et pas l'iWatch. Donc, d'ailleurs, je sens qu'Apple va appeler tous ses futurs produits des Apple quelque chose. Ça a l'air d'être fini, parce qu'on a eu droit à Apple Pay, Apple Watch, et avec ce truc de, en fait, mettre la pomme, ça évite de d'écrire Apple. Donc pas mal de leurs produits, à mon avis, seront brandés comme ça. Alors, l'Apple Watch. C'est vrai qu'on attendait, là pour le coup, rien n'avait fuité. Oui. Sur le form factor, on n'avait rien vu du tout. Comme on le pensait, elle n'est pas... elle n'était pas encore rentrée en production vu qu'elle sera disponible début 2015. A priori, c'est ça, courant 2015. Donc, c'est ce qu'on pensait. Et c'est une des raisons pour laquelle, on n'avait pas encore de leak disponible, de photos et de clichés là-dessus. Alors, on vous montre des images de l'iWatch. Vous la voyez défiler. On l'a découvert comme ça. Et Marion, notre première réaction, elle n'a pas été bonne. On a fait, mais... En fait, c'est un peu une des impressions générales de la keynote, c'est que leur rendu 3D, parce qu'on voit clairement que c'est pas des photos du produit, leurs rendus 3D sont pas toujours flatteurs. Ça met vraiment en avant la brillance, les arrondis, etc. Du coup, ma première réaction, c'est un iPhone 3G en smartwatch, quoi, avec des arrondis un peu... C'est épais, ça donne une impression vraiment d'épaisseur, alors qu'en fait, a priori, ça n'a pas l'air très grand, surtout qu'il y a 2 tailles de disponibles. Ouais. Ça n'a pas l'air si grand que ça, mais les rendus 3D le rendent vraiment gonflé. En anglais, on dirait bulky. En fait, exactement. Voilà, il y a un côté... bombé. Bombé. On sent qu'ils ont fait beaucoup d'efforts avec beaucoup d'arrondis pour pas qu'on voit que c'était très épais. Mais pour résumer les choses, parce que finalement, chacun va faire son avis en voyant le design... Moi, ce qui m'a déçu instantanément, je dis pas qu'on aurait pu voir ça chez n'importe quel constructeur, mais en gros, elle me fait penser à tout ce qui existe en wearable. La Moto 360, elle est jolie parce qu'elle est ronde, mais je la trouve super épaisse aussi. Ouais. En fait, et là, je m'attendais à ce qu'Apple arrive avec un truc fin où on se serait dit, putain, où est-ce qu'ils ont mis la batterie? Là, on voit où ils l'ont mis la batterie, ouais. En fait, moi, j'avais vraiment comme espoir qu'ils partent plus sur la notion de bijoux, puisqu'on avait entendu parler des grands noms de la mode et toutes ces choses-là. Donc je m'étais dit, peut-être qu'ils vont plus se traiter comme un bijou et pas forcément comme une montre. Moi, personnellement... J'avais même pronostiqué que ça serait juste un bracelet, en fait. Voilà, moi, j'espérais, même si on entendait beaucoup comme rumeur la notion de montre, même par rapport aux références suisses que Johnny Ive a dit dernièrement, j'espérais plus un bijou qu'on puisse customiser avec un matériau qu'on choisirait, etc. Et en fait, c'est vraiment une smartwatch avec un écran sur lequel on va voir les notifications, etc. Et personnellement, j'ai pas envie d'avoir ça au poignet. Mais sautons peut-être pas aux conclusions. Hein. Oui, peut-être mais... se dire à la fin est-ce qu'on a envie de l'avoir ou pas. Mais... Je veux dire, c'est ça, c'est que ça révolutionne pas les smartwatches qu'on a vus aujourd'hui. Voilà. Elles se présentent avec un écran et un bracelet. C'est toujours la montre de l'inspecteur gadget. Oui, voilà. Globalement, c'est toujours ça. Et quand on la voit dans un cliché, on voit clairement l'écran noir. C'est pas un bijou, quoi. C'est une pièce de technologie. C'est vraiment ça la différence. C'est un mini smartphone au poignet, quoi. C'est ça. Ils ont beau essayer de le dissimuler avec du saphir et tout ce truc. Très rapidement, et pour ce qu'on en sait, hein, parce que encore une fois, on sent que c'est direct démoulé du labo. Ils ont peut-être produit quelques unités de démo dans une usine américaine pour pas que ça fuite, mais elle n'est pas encore en production. Ce qu'on peut dire dessus, c'est qu'elle est très orientée, comme on l'avait pronostiqué, vers la santé et le fitness. Ouais. Donc, elle embarque un certain nombre d'apps et des capteurs, dont un cardio-fréquencomètre. Oui, exactement. Ça, on dira aussi un truc de l'inspecteur gadget. Cardio-fréquencomètre. Oui, mais c'est ce qu'on avait dit, les battements. Ouais, avec des petites loupiottes qui doivent éclairer des veines et prendre... Non, mais c'est ça en plus. Je pense que la lumière que ça balance, ça doit pour mesurer ton pouls. Pour pouvoir voir ce qui se passe dans ta veine, quoi. J'en sais rien, en fait. J'y connais rien. Bref, elle est bardée de capteurs. Oui, a priori, c'est ça. Mais elle utilise le GPS et le Wi-Fi de l'iPhone. Donc,
si vous n'avez pas votre iPhone avec vous... Quand vous faites votre footing, en gros, ça veut dire qu'il faut amener et l'iPhone et la montre. Et là, c'est... Ouais. Pour l'instant, c'est ce qu'on comprend. Ouais. Est-ce qu'ils ont trouvé un moyen de les faire fonctionner de manière séparée? Mais a priori, comme ça utilise le GPS et le Wi-Fi... Il y a un accéléromètre. Alors, on peut peut-être imaginer que la montre peut éventuellement prendre ton point de départ. Non, ça ne marcherait pas. Non, si tu veux avoir, en tout cas, ton parcours de footing... T'es obligé d'avoir un GPS, quoi. Je vois pas comment ça marcherait. Donc ça veut dire qu'en plus de l'iPhone, faut se trimballer avec sa montre. Enfin, faut tout prendre, quoi. Ouais, justement, moi, mon problème, c'est que j'ai un iPod Nano. Mais en fait, avant, je captais tous mes jogging, etc., mes performances avec l'iPod Nano, puisqu'il y a un petit capteur dedans. Maintenant, je prends l'iPhone parce que j'ai mes applications dédiées à ça et je préfère les avoir toutes centralisées dans l'iPhone. Du coup, moi, je m'étais dit, avec l'intérêt de l'Apple Watch, c'était de pouvoir avoir un capteur plus léger, plus transportable, parce que transporter l'iPhone dans sa poche de jogging, c'est pas forcément pratique. Et en fait, non, je vais devoir garder les deux. Donc... pas vraiment un grand avantage là-dessus. Bon, moi, je fais pas de footing, donc je m'en tape. Donc ça, c'est un peu pour LFF Fitness. Ils ont quand même bien appuyé dessus. Hein. C'est un truc de fitness. Il y a carrément même une gamme, on en parlera plus précisément ensuite, mais il y a 3 gammes d'Apple Watch, notamment en termes de bracelets de finition, au niveau des customisations. Et il y a une gamme qui est spéciale dédiée au sport. Donc clairement, ils ont vraiment axé là-dessus. Ce qu'on peut dire aussi sur ça, j'ai trouvé ça assez malin de leur part. Ils ont dit, on n'allait pas faire une interface touch sur une montre, parce que comme elle est petite, si vous mettez vos 2 doigts pour faire quelque chose, on voit plus le contenu. Donc ils ont développé, ils appellent ça une couronne, la couronne sur le côté. C'est un peu comme les remontoirs des vieilles montres. Et en fait, ça va permettre ou de zoomer ou de scroller dans un menu. Dans une liste, quand on appuie dessus, c'est le bouton Home en fait de ton Apple Watch. Ça, j'ai trouvé ça plutôt malin. Et puis du coup, c'est assez joli parce qu'on retrouve cette protubérance qu'on retrouve dans les montres classiques avec cette couronne. Bon. Oui. J'ai pas trouvé la démonstration de l'interface très convaincante, personnellement. La home page, l'écran d'applications, là on retrouve toutes ces applications, les icônes sont rondes tout d'un coup. Donc ça a l'air d'être un beau bordel. Hein. Pour les différencier. En effet, il y a des échelles différentes sur les applications. Pourquoi l'une est plus grosse que l'autre. L'animation, lorsqu'on slide parmi la homepage d'application, il y a une espèce d'animation un peu bumpy des icônes. Ça fout juste le bordel plutôt que d'organiser les apps. Et c'est ça, il n'y a pas d'organisation des applications. C'est-à-dire que c'est vraiment un amalgame d'icônes. Sans ordre. Alors, j'espère que la capacité, la capacité c'était 8 Go, je crois. Non, on n'a pas eu d'infos là-dessus. Il n'y a pas vraiment eu d'infos là-dessus. J'espère que la capacité n'est pas trop grande parce que si on commence à avoir beaucoup d'applications, comment on va s'y retrouver dedans? On a intérêt à bien mémoriser l'icône. Hein. Dans l'interface, il y a effectivement des trucs très maladroits. On a vu un moment ta galerie de photos qui apparaît 2 pixels sur 2 pixels, un patchwork absolument immonde. Et puis, qu'est-ce qu'on en a à foutre de regarder nos photos sur une montre? Enfin, bon, à part la photo peut-être de tes ptios, tu pourrais mettre en fond. Enfin, bon, bref. Et dernier petit détail, je l'ai mentionné sur Twitter, mais quand on fait une démonstration de smartwatch, pour montrer que l'interface est bien utilisable, c'est quand même mieux de la porter au poignet, là où elle est censée être. Plutôt que de la tenir, c'est vraiment pas convaincant comme... Et la réflexion qu'on a eue, c'est que Steve Jobs vivant, il n'aurait jamais laissé faire ça, de montrer un produit en dehors de son utilisation. Il avait présenté quand même l'iPad assis dans un canapé pour bien expliquer. Et là, on a vu le mec faire sa démo Apple Watch en les tenant comme des mini-tablettes au lieu de l'utiliser au poignet, quoi. Donc il y avait un côté... pourquoi tu fais ça si c'est pas pratique au poignet On sentait que l'intervenant était pas vraiment à l'aise, hein. Il n'était pas vraiment sûr de lui. Donc un blobit chez Apple, hein. Et il va falloir quand même un peu se décoincer. Il nous a manqué là, le mec avec plein de cheveux. Craig Federighi, quelque chose comme ça. Bien, oui, pour le coup, lui, il est vraiment sympathique en présentation et voilà, il a la sympathie du public. Il a manqué, moi j'ai trouvé qu'il a manqué un intervenant avec cet entrain
et cet humour. C'est Je un peu trouvais manqué. que Tim Cook avait un peu plus d'humour et il menait un peu plus. Bon, c'est On pas. n'est pas là pour discuter On de la n'est pas là qualité pour des discuter de la. intervenants. Ouais, mais ça fait partie quand même du marketing Ouais. et donc c'est toujours une analyse intéressante. Ils nous ont annoncé une interface haptique. Ah non, on était, ah ouais, super. Et en fait, non, ils l'ont rebrandé, ça s'appelle Taptic et c'est pas du vrai haptique. Euh, c'est un peu trop tôt pour s'avancer, mais ils disent que ça envoie ça tape le poignet quand on reçoit une notification. Un retour haptique, c'est quand on sent une forme, quand ça appuie vraiment, quand on sent une forme, voilà, qui a vraiment un retour de forme. C'est un C'est retour un de peu ça. force, ouais, un Quand on retour de- appuie, on sent, par exemple, qu'on appuie, qu'on Et s'enfonce dans là, en quelque fait, chose. c'est plus un système de notification qui t'appuie sur le poignet. Mais si ça Euh, appuie, enfin voilà, c'est une sensation de forme, d'appui, peut-être que ça ira, mais c'est peut-être un peu trop tôt pour, hmm. voilà, pour l'instant, j'attends de voir, de tester. Pareil, il y a manifestement un système qui reconnaît la pression pour détecter la différence entre un swipe et Non, un entre un push. tap Un et tap un press. et un Enfin, press, voilà. d'accord. Ça Euh, permettrait de différencier les actions selon si tu juste tapes ou si tu appuies longtemps. Alors, sur la forme, bon, on a déjà parlé du design, on va dire du module montre. Il va y avoir deux tailles, donc une. Alors, comme on a dit, ils n'ont pas trop dit taille femme, taille homme. Il Non. y a une petite, une grande. Après, est-ce que ça aura des différences de capacité? Je pense que oui, notamment au niveau de la batterie. Forcément, la petite aura moins de batterie que la grosse. D'ailleurs, Euh, ils ont fait aucune mention de l'estimation de la batterie. Ils ont dit full day, ce qui peut à peu près tout dire, parce que full day, ça peut être 12 heures comme 24 heures. Dans les deux cas, pour moi, c'est pas C'est suffisant. pas suffisant de toute façon. Pour une Ils, montre, non. ils ont montré le système de recharge qui est pas du tout sans fil, qui a l'air d'être un espèce de gros MagSafe. Donc peut-être assez pratique parce que tu as juste à le clipser sur ta montre. C'est assez encombrant quand même. Hein. C'est assez encombrant puisqu'on se disait encore, du coup on va falloir amener un fil de plus avec son voyage. Moi, j'ai l'impression qu'on peut y brancher quand même un Lightning sur la partie métal, mais on n'est pas sûr. Là, Jérôme a nous l'impression, supputons. pas moi. Nous supputons. Ça, on a parlé. Alors oui, elle est en deux tailles et trois gammes. Donc Voilà. il va y avoir la gamme qui a priori sera l'entrée, le prix d'entrée C'est d'ailleurs, la Apple qu'ils ont Watch. annoncé à peu près à 350 euros. On n'a pas vraiment les. Ça va être l'entrée de gamme sera à 350 euros. C'est l'Apple l'Apple Watchman. Oh joli. L'Apple Watch. La correction de mon iPad. Les corrections automatiques. L'Apple Watch qui est un métal brillant avec un certain nombre de bracelets différents. Alors il y a un système de customisation des bracelets. On peut vraiment mettre le type de bracelet qu'on veut. Donc là, je sens que les marchands de bracelets et autres bijoutiers vont s'en donner à cœur joie. C'est là où il faut vraiment prendre le prix avec des pincettes. Ouais, il faudra ajouter le bracelet. Suivant la customisation de votre produit, de votre Apple Watch, à mon avis, dépendra vraiment le prix. Donc voilà. Ensuite, et je vais parler la bouche pleine, il y aura les Apple Watch Sport. Ouais. Comme Donc, on disait tout à l'heure, ils sont vraiment centrés sur la santé et le fitness. Donc c'est tout à fait logique qu'ils développent une gamme comme ça, avec des bracelets vraiment adaptés. Ouais, et puis surtout un métal différent. Là, on a un métal mat. Un peu Manifestement, il y a une version Space Gray aussi, qui est assez jolie. Oui. C'est la seule que j'ai trouvée. Je me suis dit, tiens, ça, je l'essaierais bien. Avec son bracelet noir. Donc, avec un métal plus proche d'ailleurs que des iPhones actuels. Et alors, la Apple Watch Edition. Alors là, c'est de l'or. Il a dit en plus que c'était un or qu'ils avaient inventé. Enfin, j'ai rien compris là, son argumentaire. Là, c'est un peu le mauvais goût. C'est-à-dire que moi, je l'ai ressenti un peu. Oui, c'est pour des Tout nanas au long milliardaires de chinoises. la présentation, c'est que des fois, il y a vraiment du mauvais goût. Il y a eu du mauvais goût dans la keynote Apple, et notamment la présentation de la Apple Watch. Il y a eu beaucoup de clichés assez kitsch, avec des fonds de papillons, le petit heartbeat avec une forme de cœur, avec du flou dessus. Enfin,
J'ai été un peu étonnée parce que j'ai vraiment eu cette impression de mauvais goût, le kitsch qui côtoie la sobriété et l'épuration. Donc ce mélange est assez étonnant. Même pour, je veux dire, même pour la couleur champagne, pour l'iPhone, ils avaient réussi à faire un champagne assez sobre. Là, c'est de l'or qui pète. Hein. Voilà, là c'est l'or bien glossy, bon, bien brillant. Après, on dit mauvais goût, c'est pas notre goût. Je pense que c'est pour des marchés qui sont pas les nôtres, que ça soit des marchés russes ou des marchés chinois, où l'or a encore des valeurs. C'est vrai que nous, le bijou en or, ça se fait moins, enfin même la montre en or. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un mec qui portait une montre en or en France, tu vois. Dans certains pays, c'est encore très important. Il y a tout un marché. Donc, ouais, mais là encore, pour moi, j'associe plus la Apple Watch à un élément de technologie plus qu'à un bijou. Ouais. Du coup, c'est d'autant plus étonnant parce que sur une pièce de technologie. Oui, voilà. Mais je pense que quand même, et comme on l'avait dit dans les rumeurs, ils ont quand même bien intégré qu'une montre est un accessoire de mode. Du coup, ils avaient invité des gens de la mode dans la salle, etc. Et c'est vrai que de tout ce que j'ai vu pour l'instant en wearable, c'est certainement celui qui va avoir le plus haut niveau de customisation, ne serait-ce que par leur système de bracelet interchangeable. Tu pourras customiser ton Apple Watch selon ta tenue, en ayant différents bracelets, etc. On a même vu, mais là encore, on ne sait pas, mais a priori, l'espèce de couronne sur le côté, tu pourras customiser la couleur du dessus, mais là, on n'est pas sûr, donc à prendre au conditionnel. Mais ce qui est sympa, justement, en parlant du bracelet, de pouvoir changer les bracelets de manière quotidienne, le système de clip a l'air vraiment bien étudié pour le coup, assez facile, fluide et bien bloqué. Puis il y en a un peu pour tous les goûts. On peut avoir une montre qui fait vraiment assez moderne, et puis des fermoirs qui font très classiques. Avec des trucs cuir. Non, mais classique, ça veut pas dire forcément joli. Hein. Ouais, moi j'ai pas. Voilà, on n'a pas flashé. Hein. Encore une fois, c'était des rendus. Voilà, c'était pas des clichés des différents bracelets, donc c'est difficile de se rendre compte tant qu'on les a pas vus en vrai. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Ce qu'on peut dire en conclusion, moi en tout cas, la réflexion que j'ai eue, et après je te laisserai... Ou non, commence d'abord. Dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé, toi Est-ce que t'as envie de t'acheter ou que je t'offre une Apple Watch Pour le coup, comme je l'ai dit là... durant ces quelques minutes, j'aurais bien aimé plus partir sur une notion de bijou parce que je me vois pas porter un écran au poignet. Donc déjà cette notion-là, j'aurais aimé quelque chose de beaucoup plus discret et pas avoir mes notifications qui arrivent en pop-up sur mon écran. Et je les trouve quand même assez voyantes. Je veux dire... c'est bête, je suis peut-être une fille, etc. Mais j'ai pas envie d'avoir un écran avec des couleurs qui détonnent avec ma tenue, etc. Quand je l'ouvre. Je trouve que c'est pas assez sobre, même l'interface. Ce que j'en ai vu, pour moi, c'est pas assez discret, c'est pas assez subtil et fin comme interface pour que je veuille le porter comme un bijou. Et ça reste trop écran et petit ordinateur au poignet et c'est pas du tout ce que je recherche. Inspecteur gadget. Voilà, toujours. j'ai mon iPhone et ça me suffit en fait. Moi, la réflexion que j'ai faite, et c'est vraiment ce que je pense. D'abord, il faut attendre d'avoir le produit en main. Parce que c'est vrai que ça, c'est un piège chez Apple. On se dit, c'est moche. Une fois qu'on a la main en main, on dit, c'est pas si mal. Ils mettent quand même une qualité dans la finition, dans le choix des matériaux, qui est assez intéressante. Après, sur les fonctionnalités, il y en a plein d'ailleurs. Je suis en train de me dire qu'on n'a pas détaillé. Il y aura Siri dessus. Ouais. On peut s'envoyer des petits messages en dessinant. Je sens que ça va être un concours de bits, de dessiner des... Tu sais, le truc de messagerie, là où on peut... Oui, non, mais alors ça, c'est un truc... Mais je t'enverrai des petits cœurs. Est-ce qu'il y a moyen de désactiver cette fonctionnalité, s'il vous plaît? Ah ben non, je pourrais même t'envoyer les battements de mon cœur. Ça j'ai trouvé ça glauque. J'ai trouvé ça glauque. Mais bref. Kitsch. Après, moi ça m'a fait, et c'est ce que j'ai mis sur Twitter, je crois qu'on a affaire au premier iPhone des Apple Watch. Le premier iPhone, je le trouvais horriblement laid.
plein de promesses dans ses fonctionnalités, mais jamais j'en aurais acheté un. D'ailleurs, je n'ai acheté que le 3G, moi. Je n'ai même pas embarqué au niveau du 3. Je le trouvais gros, boursouflé par rapport à l'époque à des Nokia qui étaient vachement plus fins, vachement plus modernes et tout. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de technologies. La première génération sera peut-être vraiment pour les early adopters, etc. Je pense qu'il faudrait un truc 2 fois plus fin pour que je mette ça vraiment au poignet tous les jours et que je le trouve joli. Là, je la trouve quand même Après, énorme, c'est leur premier essai. On verra. Il y a encore plein d'inconnus. C'est vrai que la batterie, ils n'ont pas du tout été clairs. On a dit, c'est un élément déterminant pour un wearable. Et j'ai l'impression que, justement, cette iWatch 1 n'a pas une super batterie. Ouais, ils ont un peu éludé la question. Hein, ouais. On va peut-être conclure sur l'iWatch, à moins qu'on ait des choses encore à dire. On a peut-être un peu oublié des choses, hein, on commence à fatiguer. Mais a priori, on a fait un petit peu le tour de la question. Et puis, on va parler maintenant des iPhones. Alors, on va essayer d'être assez rapide dessus parce que tout ce qu'on avait dit dans notre module sur les rumeurs... À peu près tout. À peu près tout, c'est confirmé. Donc, les leaks étaient puissants et généreux, on va dire. Ce qu'attendent peut-être les gens qui nous écoutent au niveau des dates. Donc, les précommandes seront disponibles à partir du 12 septembre, donc dans pas longtemps. Et vous les recevrez, enfin les envois vont commencer le 19 septembre. Ouais. Donc à l'habitude Apple, les produits sont disponibles très rapidement après les annonces. Ça c'est un peu leur force. Et comme on l'avait un peu vu, il y aura bien 2 modèles d'iPhone 6. Donc le premier iPhone 6, donc avec la résolution de 4,7, enfin l'écran de 4,7 pouces sera disponible en 16 Go en prix nu à partir de 709 €. Et pour la version 128 Go, donc qui vient d'arriver, ça sera à partir de 919 €. Et pour l'iPhone un peu plus grand, donc le 5,5 pouces, donc c'était bien la taille qu'on avait vue, c'est l'iPhone 6 Plus et pas L, et il sera disponible en 16 Go à partir de 809 €. Et pour la version 128 Go aussi à 1019 €. Donc là, pour le coup, c'est un peu moins cher que ce qu'on pensait. Comment ils vont faire quand ils vont sortir l'iPhone 6S pour l'iPhone 6 Plus? Ça va donner l'iPhone 6S Plus? Ça va être difficile à dire quand même. Tu vois trop de complications rapidement là. Ah mais bon. Au niveau des résolutions, parce qu'ils nous ont... Alors maintenant, il y a un nouveau Retina, c'est le Retina HD. Là aussi, comment ils vont faire plus tard? Retina Quand HD, ils vont doubler ça, ça va être le Retina HD+. Ouais, peut-être. Bon, bref, Retina HD, qu'est-ce que ça donne en résolution sur les 2 tailles? Alors pour l'iPhone 6, on parlera de 1334 par 750 pixels. Et pour l'iPhone 6 Plus, ça sera du 1920 par 1080 pixels. Donc pas mal, quoi. Ils gardent leur ratio 16 neuvième par contre. Exactement. Nous, on pensait plus repartir sur du 4e, mais non, on reste sur du 16 neuvième. Donc au final, pour les applications, c'est ce qu'ils nous ont un peu dit dans la keynote, ils ont un processus qui va faire que les applications actuellement sur le store vont juste être scalées, agrandies à la résolution la plus haute pour pouvoir être accessibles et occuper, enfin profiter du grand écran normalement et de manière optimale. Une étrangeté que tu as remarqué tout de suite quand on a vu ça, c'est que les premiers prix qu'on vous a donnés, donc 709 et 809, c'est pour du 16 Go. Tout à fait. Mais après... Par contre, la capacité 32 Go disparaît. On passe directement à du 64 Go et du 128 Go. Donc on reste sur 3 gammes de capacité, mais voilà, on perd celle que nous on préférait au final. Alors, avant de ruer dans les brancards, comme nous avons fait tout de suite, c'est un truc de « Ah oui, mais 32 Go, voleur, vous voulez me faire dépenser de l'argent ?» C'est pour payer plus. En fait, le 64 Go va être au prix du 32 Go. C'est-à-dire que 800 €, c'est à peu près ce qu'on dépensait pour un 32 Go l'année dernière. Donc, on s'y retrouve à peu près en ayant plus de campagne. Oui, donc ça vaut le coup. On s'y retrouve carrément, en fait. Ouais. Ce que je trouve bizarre, c'est de commencer du coup... Bon, après, ils veulent vraiment que les gens n'achètent pas leur entrée de gamme à 16 Go, je pense. Parce que tu sautes de 16 Go à 64 Go, c'est une différence énorme. Attention, parce que là, on parle des iPhone 6, parce qu'il y en a plusieurs, mais en plus, ils gardent l'iPhone 5S et l'iPhone C, et l'iPhone C, il est en stockage 8 Go, il supprime... Ah oui, il supprime le 16 Go, le 32 Go du... Et
l'iPhone 5S, il garde le 32 et le 16, mais il y a plus de 64 Go. Exactement, donc, il y a plus de 64 le mien, Go. d'ailleurs, devient une pièce quasiment hyper rare, collector. Je vais pas tarder à le vendre, donc je vous dis ça comme ça en passant. Si vous n'avez pas compris le message. Un petit mot sur le design, on n'a pas été surpris, c'est ce qu'on avait vu. Ils sont ultra fins. Exactement, donc très très fin. Pour l'iPhone 6, c'est du 6,9 mm, donc vraiment ils sont allés plus loin. Et pour l'iPhone 6 Plus, pardon, ils ont quand même réussi à le réduire à 7,1 mm, donc c'est légèrement plus grand, mais ça reste moins épais que l'iPhone actuel, l'iPhone 5S. Ils sont très beaux. Après, beaucoup de gens sur Twitter ont réagi, et je pense pas à tort, en disant Apple, plutôt que d'essayer de faire des smartphones de plus en plus fins, mettez-nous plus de batterie. C'est vrai que, comme c'est le problème, on sent en plus qu'ils sont vraiment à la limite de la finesse, puisque un objectif, on peut pas aplatir un objectif plus d'une certaine taille, parce que sinon, on rentre pas les 5 verres qu'il y a dans ces objectifs photo. Et du coup, il est protubérant par rapport au design. Bon, bah, mon 5S n'est plus à vendre, il est pété. Non, je rigole, il est tombé. Il a fait une petite chute. Voilà. Mais oui, on pouvait dire que Apple ne rentrait pas dans la course au pixel. Par contre, ils sont un petit peu dans la course. Je fais le smartphone le plus fin comparé à la concurrence. Et c'est un petit peu dommage parce qu'au final, quelques micromillimètres, c'est pas très important. Ça peut nous donner une batterie quand même plus importante. Et je veux dire, attention, parce qu'un smartphone très très fin, ça va impacter aussi sur l'aspect agréable de le tenir en main. Parce que, voilà, oui, mais tu vois aussi l'avantage. Dans 3 ans, vous pourrez vous raser avec votre smartphone. La lame sera tellement fine ou vous défendre. Tchac, tchac, tchac. Il faut voir tous ces avantages-là. Pour continuer sur l'iPhone 6 Plus, donc on avait parlé d'une interface en utilisation une main, et en effet ils nous ont proposé quelques tips pour avoir une interface agréable. Donc tout d'abord, au niveau de l'iPhone, de l'objet en lui-même, ils ont déplacé le bouton on-off sur le côté pour pouvoir l'atteindre plus facilement et plus sur le haut. Et également la gesture swipe back qu'ils avaient introduite à iOS 7, là ils l'ont justifié, comme quoi ils disaient on avait déjà prévu la résolution phablette de l'iPhone 6, donc du coup c'est pour ça qu'on avait introduit à iOS 7 la possibilité de faire un swipe back au lieu d'aller cliquer de taper sur le bouton de la top bar. Donc pas mal comme justification. Aïe bullshit. Voilà. Et ils ont introduit aussi une notion de reachability. Donc en fait, c'est lorsque vous faites Reachability. Très bien, mon accent anglais. Lorsque vous faites un double tap sur le bouton Home, vous allez avoir l'écran de l'interface qui va baisser pour vous donner un accès plus facile au bouton de la top bar. Donc comme on dirait dans Le Père Noël est une ordure, c'est laid mais c'est confortable. Exactement, c'est très bien résumé, c'est très laid. Moi, ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête, mais en même temps, ça vous permet de l'utiliser à une main. Ouais. Voilà. C'est tout ce qu'on lui demande. Au niveau du processeur, alors là, il y a eu quand même des changements au niveau du processeur. C'est le même processeur pour les 2 modèles. Oui. Ils ont mis du lourd quand même. C'est un nouveau processeur, c'est le A8. Donc toujours 64 bits, ce qu'ils avaient mis déjà dans le 5S. Mais seconde génération, il est encore plus petit, beaucoup plus rapide. Il consomme moins de batterie. Enfin, tous les superlatifs y sont passés. C'est 20% plus rapide que celui du 5S. Les graphismes sont 50% plus rapides. On a vu des démos de jeux qui sont assez chouettes, mais je me méfie toujours des démos Keynote parce que... Mais ça fait bien envie quand même. Hein. Ouais, on arrive à des trucs... tu vois là, du coup, projeter des jeux comme ça par AirPlay sur ta télé et jouer, ça commence à devenir envisageable. On peut plus... Bien sûr qu'il y a un écart entre les consoles de salon et les jeux smartphones, mais on commence à avoir des graphismes quand même qui poutrent pas mal. Là, ils ont montré un espèce de League of Legends-like, où il y avait des animes assez sympas. C'était Vainglory ou quelque chose comme ça. Mais il n'est pas encore sorti, mais il était assez chouette. Pareil, ils ont changé leur CoPro. CoPro que j'avais beaucoup aimé, moi, dans le 5S, qui était le M7. Maintenant, ils sortent le M8. Qui a ouvert la porte à toutes les applications de Quantified Self. Exactement, le Quantified Self. Et là, ils ont rajouté d'ailleurs un capteur.
Non, pardon. Je bois mon cidre, tout à fait. Je te resserre pendant que tu Merci. parles. En effet, ils ont introduit le baromètre qui va permettre d'affiner la captation des données de Quantified Self et notamment il va pouvoir calculer la hauteur. Donc, si vous montez les marches, il va pouvoir dire que vous montez les marches et non pas que vous marchez. Parce que des fois, voilà, quand on marche pas beaucoup, on se dit oui, mais je montais beaucoup de fois les escaliers, ça compte double. Donc, voilà. Et ça va même être assez fin parce que je pense que Oui. c'est avec ça qu'ils arrivent à détecter si tu es à vélo ou à pied ou en train de courir selon ta hauteur par rapport au sol. En effet, peut-être que c'est aussi l'accumulation de tous ces capteurs qui vont faire, faire ça, mais en tout cas, très bien de l'avoir ajouté. Si ça peut affiner en effet les données recueillies, bah oui. Mais est-ce qu'il arrivera à détecter si je suis en trottinette? Parce que ça doit pas être facile. Hein. Enfin bref, une question. Au niveau de la caméra, est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Si, il faut qu'on parle de la batterie. Oui, tout à fait. La batterie, c'est là où on l'attendait un petit peu au tournant. Et on a été un petit peu déçus pour le petit modèle donc d'iPhone 6. Comme on en parlait, voilà, en fait, on aurait bien aimé qu'ils n'essayent pas de l'affiner, mais de rajouter une batterie plus puissante. Et en effet, avec les estimations, on a été un petit peu déçus parce que pour l'iPhone 6, ils annoncent 14 heures en 3G. En 3G Talk Time, Ouais. alors que le 5S, la génération d'avant, je crois que c'était une dizaine ou une douzaine d'heures. Donc pas d'évolution majeure et franchement le 5S il a un truc décevant, c'est sa batterie. Et là moi je m'attendais quand même à mieux pour le 6. Par contre, pour l'iPhone 6 Plus, là ils annoncent 24 heures, donc ça double presque le temps de communication. Et là on rejoint un petit peu ce qu'on a eu dans les commentaires du Before Keynote, où les gens nous ont signalé que pour le Galaxy Samsung Note, on avait une batterie qui durait quand même beaucoup plus longtemps que l'iPhone. Et donc du coup ça tend à prouver que en effet les smartphones phablettes, par leur format, bénéficient d'une place supérieure pour la batterie, et donc d'une batterie plus puissante qui peut faire durer plus longtemps. Donc ça, c'est intéressant. Comme quoi, la taille, ça compte. Et ça... Quoi, pourquoi tu ne rigoles pas quand je dis un truc comme ça? J'ai l'air de quoi? Écoute, c'est toi qui l'as sorti. Mais juste pour dire que moi qui ne suis pas fan des phablettes, le fait que un smartphone plus grand me permette d'avoir une meilleure batterie, ça peut être un argument. Oui. Mais je pense que pour aller même plus loin, je pense que l'iPhone 6 Plus va être un produit qui va beaucoup séduire les grands nomades. Parce qu'il cumule les avantages d'un iPad. Il emprunte d'ailleurs même dans son utilisation. Oui. On n'en a pas parlé, mais on peut lire ses mails comme sur un iPad avec les deux colonnes. Oui, en fait, il fait vraiment le pont entre l'iPhone et l'iPad mini. C'est-à-dire qu'il va avoir un mode horizontal qui va vraiment se rapprocher pour le coup de l'iPad, et notamment pour l'application mail, c'est pour donner un exemple. Vous aurez votre listing de mails et la vue détail de votre mail sur la droite. Donc c'est vraiment confortable et ça, voilà. Et... Moi je le vois bien cet iPhone 6 Plus pour les entreprises qui permettront d'équiper les gens à la fois d'un téléphone et d'une petite tablette qui permettra de travailler un petit peu. Hein, ou même pour les gamers, ça sera plus à l'aise. Pour les gamers. Et avec beaucoup de batterie, donc pour une plus grande mobilité. Donc le produit est assez intéressant. Ça pose peut-être des questions sur l'avenir de l'iPad mini. Je pense pas qu'il soit tant menacé que ça. Et je pense que les gens vont prendre goût à l'iPad à travers l'iPhone 6 Plus. Et peut-être derrière monter en gamme et prendre un iPad. iPad d'ailleurs, notons-le, il n'a pas été du tout évoqué pendant cette keynote. Zéro mention. Peut-être qu'il y aura il n'y avait pas la place pour. Oui, non, c'est sûr qu'il n'y avait pas la place pour, parce que la keynote était vraiment très très dense. Ouais. Après, peut-être qu'ils feront une mise à jour plus discrète. Comme on en avait parlé, ils ont quand même mis pas mal à jour leurs différentes gammes au cours de l'année, ou une autre présentation en fin d'année sur ces produits, mais... Voilà. La caméra, alors, la caméra, comme on l'avait pronostiqué, il n'augmente pas le nombre de mégapixels. Moi, ça me dérange pas, parce que je trouve que la course aux mégapixels... c'est pas si important que ça. Sur du très haut de gamme en photo, oui, mais quand je vois des smartphones qui font du 20 mégapixels, comme je l'avais dit, quand on a un petit capteur 20 mégapixels, ça peut être ridicule. Ça veut pas dire que les appareils photo sont mauvais. Donc, il reste à 8 mégapixels comme le 5S et le 5 d'ailleurs, je crois.
en termes de mégapixels. Par contre, ils ont encore optimisé leur capteur. Alors, ils n'ont pas précisé s'ils ont agrandi le capteur ou pas. J'ai pas trouvé l'information pour l'instant à regarder. Mais d'après ce qu'ils annoncent, ça laisse encore rentrer plus de lumière. Enfin, il y a un traitement 1,5 micron pixels. En gros, ça veut dire que les pixels du capteur étant plus grands, chaque pixel va prendre plus de lumière. On va voir. Une ouverture de 2.2. Si mes souvenirs sont bons, c'est déjà ce qu'on avait sur le 5S. Mais une bonne ouverture comme ça et peut-être un processeur optimisé, ça va peut-être donner de bonnes choses en basse luminosité. Ce qu'ils ont mis par contre en innovation, et ils l'ont presque fait passer à l'as, et pourtant c'est une innovation assez importante avec l'appareil photo, c'est qu'ils ont mis un système assez équivalent à celui de la caméra qui nous filme, le Canon 70D. Oui, Focus Pixel. Ouais, alors eux ils ont appelé ça Focus Pixel, Canon a un autre nom. Je vais pas rentrer dans le détail technique de comment ça marche, mais ce que ça fait, c'est que ça optimise vachement l'autofocus. C'est ce qui permet, là Marion d'ailleurs, c'est focusé sur ton visage. Si tu t'avances vers la caméra, le focus reste sur ton visage et si tu te recules, voilà. Et moi je pars un peu dans le flou. Voilà, c'est des systèmes très très réactifs en autofocus. Intéressant pour la photo, mais aussi très intéressant pour la vidéo. Et ça, a priori, si j'ai bien compris, c'est un système qu'ils implémentent et que je trouve assez excitant. Ils ont augmenté pour la photo, je vais rester sur la photo, la taille des panoramas. Ils sont 2 fois plus grands en taille. Ils ont amélioré les rapports entre le gyromètre, le gyroscope et l'optique. Donc pour une meilleure détection des micro-mouvements, une optimisation de la stabilisation. Et là, sur la stabilisation, différence importante entre les deux modèles. L'iPhone 6 aura une stabilisation numérique, comme le 5S. Par contre, le 6 Plus aura une stabilisation optique, qui en plus sera couplée au gyroscope. Donc, ça peut avoir des résultats très très intéressants. Ça m'énerve juste un peu qu'il l'ait mis que dans le grand modèle, parce que du coup, on se retrouve avec un gros appareil photo. Il n'y a plus de place dans l'iPhone 6, là, c'est fini. Bah ouais, non, mais une stabilisation, c'est pas énorme, c'est juste une question de coût, et puis c'est pour me vendre un truc 100 € de plus. Ça m'énerve. Au niveau de la vidéo, une excellente stabilisation. A priori, c'est vrai qu'on a vu une vidéo. J'aimerais bien voir le making-of quand même, parce que je suis un peu sceptique, de 2 mecs en vélo, qui filment l'autre, et puis ça bouge quasiment pas. Oui, ça rappelle un peu le fail de la vidéo Nokia. Ouais, avec la camionnette. Je pense que justement, comme il y a eu ce fail, ça a dû vraiment arriver. C'est vraiment un mec en vélo, mais je pense qu'ils ont tourné 300 séquences avant d'en arriver à une qui était aussi lissée. Ils ont préparé le chemin sans qu'il y ait un seul caillou. Il y avait un petit stagiaire Apple qui balayait les cailloux devant le vélo. Mais bon, ça a l'air quand même pas mal ce qu'ils ont fait en stabilisation. À tester, ouais. Ça se rapproche de ce qu'on voit avec l'application Hyperlapse, avec ce couple, les capteurs plus l'optique. On arrive à des choses très très intéressantes. Le slow-mo qui descend maintenant à 240 images secondes, bien sûr en réduisant la taille de la vidéo, mais c'est vrai que ça fait des ralentis qui sont très très sympa. Tata Daniel qui se casse la gueule dans les escaliers, ça va être sympa. On va pouvoir analyser scientifiquement sa chute. Et un HDR vidéo, alors ça m'a fait faire bof, parce que le HDR en photo, ça peut être sympa, mais je suis pas fan. En vidéo, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Mais soyons ouverts. Donc, au niveau de la vidéo et de la photo, moi, je trouve ça quand même intéressant, notamment au niveau de l'appli. Ils ont amené une chose qui me manquait depuis longtemps, c'est qu'on peut contrôler la luminosité, son exposition, directement dans l'appli de base. Alors, on pouvait le faire avec des applis tierces, mais là, vous allez pouvoir faire la mise au point et puis ensuite régler votre exposition, enfin, sur l'iPhone. Puis peut-être que toutes ces choses-là vont devenir débrayables, puisqu'ils nous l'avaient promis avec iOS 8. Donc, on va voir tout ça. Plutôt sympa, les modifs en photo. Moi, j'aime beaucoup l'appareil photo du 5S, donc je pense que ça va être encore meilleur. Mais il n'y a pas de bouleversement majeur, quoi. Non, mais en rien, dans les annonces des iPhones, il n'y a pas de bouleversement, il n'y a pas de surprise. Ils nous ont rien dit sur cette bague maintenant qui entoure l'objectif, vu qu'il sort de la coque. Est-ce qu'elle va être utilisée pour quelque chose? En tout cas, pas pour l'instant. Oui. Au niveau iOS 8, est-ce que... Alors là, ils sont passés très vite, Marion, là-dessus. iOS 8, ils l'ont vraiment expédié pour le coup. Cette keynote était vraiment centrée matériel et pas software.
Donc on n'a pas vu grand-chose. Comme je disais précédemment, ils ont juste vaguement expliqué qu'ils avaient un système afin d'adapter les applications déjà existantes sur le store pour les nouvelles résolutions. Donc ça reste à voir. Mais après, on n'a vraiment pas vu grand-chose. À la rigueur, à la WWDC, on avait un peu plus d'infos là-dessus. Donc on en saura plus quand on aura nous-mêmes installé iOS 8 sur nos devices. Et on fera un petit retour là-dessus. Ça sera, à mon avis, plus complet. Notamment avec Yosemite également. Exactement. Il y avait par contre on va dire un troisième pilier à cette présentation. Il y avait l'iPhone, l'iWatch, mais il y avait aussi Apple Pay. Alors, Apple Pay, je pense que c'est très important pour les États-Unis, parce qu'il faut savoir quand même, aux États-Unis, ils n'ont pas vraiment beaucoup de cartes à puce. Nous, on a des cartes bleues qui sont relativement sécurisées par rapport au système de paiement américain. Donc, ils intègrent pour cet Apple Pay, et désolé, petite vibration de l'iPhone, ils intègrent le NFC qui était tant attendu. Donc, ami Android, ça y est, Apple est sur le monde est merveilleux, tout le monde est réconcilié, on se fait des bisous. Il y a donc le NFC dans... Mais ils l'ont mis très discrètement. Ah ouais, ils l'ont un peu passé. C'était surtout le paiement via Touch ID NFC, c'est ça. Mais là, je vais défendre un petit peu Apple, parce que je pense que ce qu'ils veulent vraiment mettre en avant, c'est pas le NFC, c'est le couple NFC Touch ID. Tout le système est basé sur leur Touch ID. En gros, ils ont montré, ça a l'air assez efficace. Tu t'approches, empreinte digitale, boum, le paiement se fait. La carte bleue est complètement déportée. Toutes les infos sont sur l'iPhone elle-même. C'est pas du tout sur des serveurs distants ou quoi que ce soit. Et en même temps, juste un point, mais Apple ne met pas l'accent sur la technologie qui résout un problème. C'est plutôt comment ils vont résoudre un problème de manière simple. Donc le Touch ID est beaucoup plus démonstratif que de dire le NFC est implémenté. Et les gens vont dire, mais c'est quoi le NFC Alors, ils ont tiré un pistolet à bouchon sur Google, mais j'ai trouvé que le coup était assez bien envoyé. En gros, ils ont admis, oui, Google a sorti Google Wallet bien avant nous, avec le NFC et tout ça. Mais nous, en tant que société, notre business, ce n'est pas d'avoir vos informations sur vos achats. C'est-à-dire que Apple ne s'intéressera jamais aux vendeurs à qui vous avez acheté, quand vous avez acheté, quelle somme vous avez payé, etc. Quels articles vous avez acheté. Et c'est vrai que ça, c'était un sacré pic assez bien senti, parce que c'est vrai que c'est un peu le doute sur des choses comme Google Wallet. Google, leur cœur de business, c'est vous. C'est les données, c'est la collecte d'informations. Apple, c'est pas leur cœur de business. Reste que ça va être un produit Apple Pay propriétaire. Ça sera réservé aux gens Apple. Les sites pourront intégrer un bouton Apple Pay, mais tu ne pourras pas faire de l'Apple Pay avec un Android. Donc, est-ce que ça prendra? Est-ce que c'est un nouveau Moneo à échelle mondiale? Ça va être un flop. On verra bien. Pour l'instant, ça n'est déployé qu'aux États-Unis. À mon avis, ça ne va pas arriver en France avant un bon bout de temps. C'est ça, on a le temps de voir venir. Là. Ouais. Sinon, écoute, il y a la nouvelle norme Wi-Fi, ça c'est bien. Ça promet un Wi-Fi plus rapide, plus performant. Ah si, de pouvoir passer des appels en Wi-Fi lorsqu'on ne capte pas en... Oui, alors pour l'instant, il n'y a pas d'opérateur français qui permette de le faire, mais ça va venir, et c'est vrai que c'est assez intéressant, notamment dans les entreprises où parfois on a peu de réseau, et de pouvoir se passer des appels sur les portables en utilisant le Wi-Fi, ça peut être intéressant. Une 4G plus mieux, enfin LTE plus répandu dans... Voilà, il y avait pas mal de petites nouveautés. Si vous voulez vraiment des choses détaillées, il va y avoir des tonnes d'articles, allez voir les vidéos, non pas des vidéos, les articles sur The Verge qui sont très détaillés, ou ce genre de choses, ou sur des blogs français, mais que je n'ai pas en tête. On a fait à peu près le tour, je crois. Faut dire qu'on a été long, là, quand même. Si vous n'êtes pas endormi, chapeau. Pas mal. Nous, c'est pas l'envie qui nous manque parce que il est assez tard. Moi, j'ai le montage à faire derrière pour essayer de vous apporter cette émission le plus tôt possible demain matin. On essaiera par souci d'équité de faire quelque chose d'un peu similaire quand Google va faire des grandes annonces. Je pense à l'Android L, qui a priori c'est là où ils vont annoncer peut-être des nouveaux Nexus ou des choses comme ça. Même présenter un peu mieux Material Design et l'interface là. Ouais. Et puis pour conclure, parce que peut-être beaucoup vont se dire est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas,
conclusion rapide sur l'iPhone 6. Toi, Marion, tu as un iPhone 5S. Est-ce que l'iPhone 6 t'intéresse ou l'iPhone 6 Plus? Bah, comme on l'a quand même bien dit durant ces quelques minutes, il n'y a pas d'évolution majeure. On peut parler du design, mais après c'est une question de goût. Il n'y a pas d'évolution majeure avec l'iPhone 6. Donc avec l'iPhone 5S, il fonctionne très bien, il est très performant. Ce qui me pose le plus de problèmes à la rigueur, c'est la batterie et le stockage. La batterie, il n'y a pas eu d'amélioration significative. Et le stockage, bon bah je vais faire avec. Mais non, pour l'iPhone 5S est très bien. Et surtout pour ceux qui se posent la question de prendre le dernier ou pas, attention, l'iPhone 5S a vraiment baissé de prix. Hein. Donc c'est encore plus intéressant. De prendre. Ça reste un très très Moi, bon c'est à produit. peu près le. Alors, bien sûr, on va les prendre pour pouvoir les tester sur la chaîne. Après, si j'étais un consommateur, je suis très content de mon 5S. Même s'il y a des motifs dans la vidéo et de la photo qui m'intéressent pas mal, là, je pense que je le prendrai pas. J'attendrai le 6S. Donc, si vous avez le 5S, voire même le 5. C'est difficile à dire, le 6S. Le 6S. 6S. Désolée. Saucisse, c'est 6S, chaussettes de l'archiduchesse. Même, j'ai envie de dire, si vous avez le 5, c'est peut-être pas la peine de migrer au 6. Enfin, réfléchissez bien. Si vous avez le 4, le 4S, oui, et que vous voulez rester chez Apple, c'est peut-être le temps de changer. Après, je pense que ça va être la vraie question qu'on va se poser sur Nowtech 2014-2015. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup de mettre autant d'argent, c'est-à-dire plus de 800 € dans un smartphone? Je suis très impatient de faire un espèce de comparatif Moto X iPhone 6. Est-ce que la différence de 400 €, elle est vraiment justifiée? On sait que pour les matériaux et la durabilité, peut-être. Mais en tout cas, c'est une question qu'on peut se poser très légitimement aujourd'hui, où les bas de gamme sont pas de la merde, loin de là. Personnellement, pour avoir eu des retours de plusieurs personnes, notamment un ami qui est un pro Apple et qui est passé sur un Nexus 5, que moi je lorgnais un petit peu aussi. Il m'a dit après quelques mois d'utilisation, il a eu un peu le même problème que moi avec ma Nexus 7 et mon iPad, c'est que le Nexus 5 vieillit rapidement, c'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, il se met déjà à laguer. Et c'est un problème assez récurrent, je crois, avec les produits Android. Moi, je sais que ma tablette Nexus 7, après c'est la première génération, je sais qu'elle a des problèmes de ce côté-là. Mais la Nexus 7 s'est mise à laguer très rapidement, alors que mon iPad, qui n'était pas la dernière génération quand je l'ai acheté, c'était la génération d'avant déjà, ne lag toujours pas aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce que ça vaut le coup d'investir 300 € de moins pour avoir un produit qui dure quand même nettement moins et qui vieillit nettement moins bien? Ou au contraire, est-ce que je suis prête à mettre un peu plus? À voir avec les nouveaux produits Android, évidemment. Là encore, on a vraiment envie de s'en procurer au moins un haut de gamme, je pense, pour pouvoir bien comparer et voir sur la durée s'il tient le coup. Sur ce, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si on a oublié des choses. Ouais. Ou votre smartphone Android préféré pour nous donner des conseils. Vous pouvez aussi, ce que vous avez aimé, pas aimé. C'est vrai que la tendance est plutôt, dans ce qu'on a pu lire sur Twitter juste avant de commencer l'émission, ça n'a pas été très très bien reçu, cette keynote. Mais à voir, il faut digérer. Comme on le disait en début, c'est souvent le cas aussi pour les keynote Apple qui met la barre très haut, qui fait monter la pression, l'attente, etc. Et... Moi, je me souviens vraiment des réactions de Twitter à l'annonce de l'iPad, pas à la sortie, où tout le monde était extrêmement sceptique, et puis finalement, ça a quand même été un certain succès. Donc, à voir où tout ça nous mène. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, pour pouvoir suivre nos prochaines émissions. Et les tests sur les produits qui vont sortir. Exactement, on va tourner plein de petits tests. Sur ce, je pense que c'est le matin pour vous. Si je suis pas mort pendant ma nuit de montage, vous devriez avoir cette émission le matin, avec vos croissants, votre café et le journal entre les dents. Et sur ce, on vous dit à très très bientôt. Bye. Ciao, ciao. Bonne nuit. Non, c'est nous, bonne nuit. Oui, je te souhaite bonne nuit. Oui, toi tu vas dormir, moi je vais monter. Super.